Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour donc ce premier marathon des images, ce premier marathon des images dans le cadre des rencontres d'histoire des champs libres, puisque c'est une idée qui que nous avons finalement reprise à d'autres rencontres d'histoire qui sont les rendez-vous de l'histoire de Blois, sous un format légèrement adapté, puisque à Blois, c'est un format assez sévère, où les intervenantes ont 2 minutes pour présenter une image. Ici, nous avons choisi d'être un peu plus généreux et d'aller jusqu'à 5-6 minutes. Mais le principe est un peu le même, c'est-à-dire c'est d'aborder le thème des catastrophes, en l'occurrence, à travers une image choisie donc par un historien, une historienne, une image qui à la fois relève de son champ de compétences, bien sûr, mais aussi fait sens, a un intérêt au regard de la thématique des catastrophes. Et l'idée, c'est, dans un temps finalement bref, et donc un propos très condensé et par conséquent aussi très sélectif, ils ne vont pas pouvoir finalement détailler l'ensemble des enjeux d'une image, mais c'est malgré tout de vous aider à décoder de manière, je dirais, rapide mais essentielle, les principaux enjeux de l'image que vous avez sous les yeux, avec aussi comme intérêt second, bien sûr, de varier les images par leur nature et de varier les époques, bien sûr, et enfin aussi de varier les types de catastrophes. C'est un peu cela qu'on a essayé de tenir dans le panel. Voilà, donc ce sont donc concrètement un certain nombre d'intervenants, d'intervenantes vont se succéder avec à chaque fois une image différente. Et ensuite, on clôturera la session, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas d'échanger avec vous, ça peut être un peu frustrant. Donc je vous invite à prolonger si vous avez des curiosités après la séance de manière plus, on va dire, privée avec chacun des intervenants, intervenantes. L'enjeu là, c'est plutôt aussi que la succession des images produise par leur accumulation et par leur variété, un intérêt qui n'est pas interrompu, je dirais, par des échanges. Voilà. Et donc, pour commencer, je vais faire appel donc, à Guillaume Blanc, que j'invite à me rejoindre ici. Guillaume Blanc, donc, qui est historien de l'époque contemporaine, notamment donc, du XXe siècle, qui est spécialiste d'histoire de l'Éthiopie et de l'histoire environnementale, et qui va donc nous présenter une première image, voilà, qui est ici. Et donc, si tu as besoin du pointeur, je la mets là. Je le mets là, et on t'écoute. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est une image d'un village qui s'appelle Gitch. Donc, on est en Éthiopie, sur le nord des hauts plateaux. Et donc, comme vous le voyez, c'est une image avant-après. Donc, une photo prise en 2016 et une photo prise en 2017. Alors, donc, avec un village sans village. Alors, pourquoi ce changement de paysage et cette disparition du village? Eh bien, pour faire face à une catastrophe. La catastrophe qui est la crise écologique et donc l'idée qu'il y a des paysages qui sont en voie de destruction. Le Sémienne, en fait, est un parc national classé au patrimoine mondial de l'humanité, donc par l'UNESCO, en 1978. Et il est classé au patrimoine mondial de l'humanité pour la valeur que représenterait son paysage naturel. Mais depuis 1996, les experts de l'UNESCO, du WWF et de l'UICN ont déclassé ce parc, mis au patrimoine mondial en péril, au nom de la menace que représenterait le pâturage, l'agriculture et la sylviculture, donc en fait de la déforestation, de l'érosion et du surpâturage. Et les experts de l'UNESCO ont demandé au gouvernement éthiopien de participer au déplacement volontaire des populations, bref, d'expulser les habitants. Ça a été chose faite en 2016, et donc les 2400 habitants du village de Gitch ont été expulsés. Les villageois environnant le parc ont pénétré dans le parc dès le lendemain et se sont fournis en bois pour se chauffer, pour construire des outils. Bref, ils ont détruit les maisons de leurs voisins. Cet épisode, il s'est multiplié, il s'est répété dans toute l'Afrique contemporaine, puisque c'est de 1 à 14 millions de personnes qui ont été expulsées des parcs nationaux africains au XXe siècle. Et alors, on peut se demander, voilà, pour solutionner la catastrophe, quel est le résultat de
de la solution. Alors le résultat, il est simple, c'est d'abord un désastre social. Les 2500 paysans, ils ont été déplacés en périphérie d'une petite ville qui s'appelle Debarque. Et des paysans qui sont déplacés dans une ville, eh bien, ils sont au chômage. Donc, ils se sont tous appauvris. C'est aussi un désastre écologique, puisqu'ils ont été chassés avec leurs troupeaux. Et donc, ils ont emmené leurs troupeaux dans d'autres champs, en périphérie de la ville. Et là, effectivement, puisqu'il y avait déjà des troupeaux, eh bien là, il y a eu surpâturage. Et puis, c'est aussi un désastre économique, puisque quand on passe de 100 têtes de bétail à 300, eh bien, les prix s'effondrent. Donc, ils s'appauvrissent encore plus. Après, est-ce que la solution est écologique? Non. Là, pour ce petit cas ici, surpâturage, etc., mais pourquoi est-ce que ce parc existe? Pour être consommé par des touristes. On estime qu'il y a environ 30 à 50 millions de visiteurs par an dans les parcs nationaux du continent africain, au minimum. Pour s'équiper, un randonneur prendra une tente, une polaire, une veste Gore-Tex, des chaussures en Gore-Tex et généralement, pour prendre des photos, un smartphone. Donc la tente, c'est des bâtons d'aluminium, donc c'est de l'extraction de bauxite. Le Gore-Tex, c'est du résidu de pétrole et l'aluminium et le smartphone, c'est du tantale et du néodyme. Puis on rajoute le billet d'avion, 0,5 tonnes en moyenne de CO2 pour venir visiter un parc. Donc en fait, venir visiter un parc en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont mises en parc en Afrique. Donc au niveau écologique, la solution n'est pas apportée à la catastrophe. Alors là, les sciences humaines et sociales peuvent déjà nous forcer à nous demander qui est responsable. Et vous voyez bien, si vous écoutez malheureusement les médias aujourd'hui, qui est en ce moment un slogan très, entre guillemets, complotiste, puisque qui, c'est le grand « il » derrière. Non, là on est en sciences humaines et sociales. Ici, les deux organismes qui ont organisé l'expulsion des habitants, c'est la KfW, qui est une banque allemande de développement, et la firme Interconsulting, qui promeut les projets de développement total de Rio Tinto, de développement durable, pardon, du développement durable de Total et de Rio Tinto. En fait, ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent. Et là, l'histoire peut nous aider à se demander, mais d'où vient cette façon de gérer des catastrophes, là en l'occurrence écologiques? Eh bien, pour les parcs nationaux africains, on peut d'abord prendre les réserves de chasse qui sont créées, la première en 1897 dans la Tanganyika allemande. Pourquoi des réserves de chasse sont créées? Parce que les colons ne se rendent pas compte que la colonisation provoque un choc écologique sans précédent. 65 000 éléphants par an qui sont abattus, 95 millions d'hectares de forêt qui sont défrichés. Et puisque les colons sont incapables à ce moment de se rendre compte que les dégâts écologiques sont de leur fait, ils blâment les populations africaines et créent des réserves de chasse desquelles ils les exproprient. Et eux s'approprient le droit à la chasse. Et puis après, ce sont les parcs nationaux qui sont créés dans les années 60, notamment avec le WWF, qui est une banque créée très officiellement en 1961 depuis la Tanzanie pour, je vous cite les archives, faire face à l'africanisation des parcs, c'est-à-dire aux indépendances. Et depuis les années 2000, comment se passe la crise écologique? Par exemple, Al Gore en est l'un des premiers défenseurs, prix Nobel notamment de la paix. Mais Al Gore finance Google et Apple. Il protège, mais il détruit. Car comme fin 19e siècle, ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent. Voilà le fin mot de la catastrophe. Merci beaucoup, Guillaume. Et donc, j'invite à me rejoindre Maureen Boyard. Maureen Boyard, qui est doctorante en histoire médiévale et qui est en train de réaliser une thèse sur la fin au Haut Moyen-Âge. Et donc, je lui cède la parole pour 6 minutes. Alors, merci beaucoup. Oui, moi, je travaille sur la faim, mais aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'une peste. Parce que la peste,
qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme plus catastrophique que ça? Donc, l'image que j'ai choisie aujourd'hui, c'est celle de 2 squelettes exhumés dans une seule et même tombe en Bavière, à Altenerding. Et cette tombe, elle date du VIe siècle. Donc, vous avez à gauche Madame AE 1175 et à droite Monsieur AE 1176. Donc, j'ai tué un peu le suspense avant l'heure. Les deux sont des pestiféries. Et pourquoi j'ai choisi ces squelettes en particulier? Parce que quand j'ai eu l'intitulé des séances, les catastrophes, moi, en tant qu'historienne, je ne sais pas vraiment le définir. Je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'une catastrophe. Je n'ai pas appris à le définir. Ce n'est pas une catégorie que je lis fréquemment. Et donc, ça n'est pas quelque chose d'évident pour moi. Et je n'en ai pas de définition scientifique. Dans le domaine de l'histoire, en revanche, je l'ai utilisé dans un autre domaine lié, l'anthropologie biologique, donc la science qui s'occupe d'étudier les ossements humains. Et là, oui, je connais ce terme. Je connais ce terme dans la notion de sépulture de catastrophe. Alors, une sépulture de catastrophe, c'est une inhumation collective intervenue à un unique moment donné. On a inhumé plusieurs personnes en même temps. Bon, en anthropologie biologique, en général, on compte 1, 2, 3, 4, beaucoup. Donc le collectif commence à 4 ou 5. Mais voilà. Donc, partant de là, je me suis dit, si j'ai la définition de sépulture de catastrophe, que j'inverse la définition, qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe? Eh bien, une catastrophe, c'est un événement collectif qui bouleverse les pratiques funéraires et qui empêche en particulier, qui conduit en particulier les populations à ne plus inhumer les gens individuellement. Donc, je suis partie de cette définition, moi. Je suis scolaire. Hein. Donc, or, moi, ce qui m'intéressait dans cette idée de sépulture de catastrophe, c'est que les progrès en microbiologie permettent maintenant d'essayer de chercher les agents pathogènes au sein des sépultures de catastrophe. Donc, est-ce que c'est la peste? Est-ce que c'est la variole? Est-ce que c'est d'autres épidémies? Et c'est ce qui a été fait pour nos 2 amis que nous étudions aujourd'hui, puisque là, vous voyez en petit b la mise en majesté de la molaire qui a permis d'extraire de la pulpe et d'y trouver un bacille de peste. Et donc, nous savons ici que ces 2 individus étaient porteurs de la peste, et de la peste dans leur sang, donc c'était grave. Sauf que ces tests-là, ils ont un coût. Et historiquement, dans l'histoire de l'archéologie, ils ont été encore plus chers qu'ils ne le sont. Donc, très logiquement, on a d'abord testé les agents les plus catastrophiques dans les sépultures de catastrophes les plus remarquables, les plus impressionnantes. Et donc, c'était tout à fait logique d'un point de vue financier, mais il y avait une tendance à une légère dérive qui aboutissait à une sorte de raisonnement circulaire. La peste, on sait que c'est une catastrophe. Donc, on va aller la chercher dans les sépultures de catastrophes. Et comme on a ces données, on en vient à conclure que, du coup, toutes les sépultures de peste sont des sépultures de catastrophes, donc la peste est une catastrophe. Logique, tout à fait logique. L'avantage des derniers temps, c'est qu'on a un peu démocratisé ça. Un peu démocratisé pour des raisons financières, pour des raisons de méthode, parce que les anthropologues s'en sont rendus compte aussi que ça faisait un raisonnement circulaire. Et il y a un accroissement du type de tombes dans lesquelles on fait ce type de test PCR. Alors au départ, on a fait les sépultures un peu moins anormales, un peu moins anormales que les sépultures de catastrophe en tout cas. Celles où on a 4 individus, 3 individus, puis 2 individus, puis les sépultures individuelles. Et on voit que dans tous les cas, ça existe, les sépultures individuelles de pestiférés, les sépultures doubles de pestiférés. Et on a désormais une grande variété des sépultures de peste que nous connaissons. Et en particulier, si je reprends la définition donc, de bouleversement des pratiques et d'innovation collective, la peste de Justinien, la première pandémie de peste qui a touché l'Europe, en Europe, elle n'est pas une catastrophe. On n'a pas ce type de sépulture multiple, en collective et en un seul moment donné. Et on a ici, comme ici, on voit qu'on a des morts. Ce n'est pas ça la question. On a des morts. C'est bien une crise de mortalité.
Mais dans la définition d'anthropologie biologique, pas une catastrophe. Nous n'avons pas de sépulture collective qui tranche radicalement avec le traitement usuel des corps. Ici, vous voyez, donc vous avez la femme à votre gauche avec le mobilier qui était dans sa tombe, donc des parures, quelque chose de très classique pour le VIe siècle. Pour l'homme, vous avez aussi des armes, chose tout à fait classique. On inhume habillé à cette époque-là. La seule différence ici, dans cette sépulture double de pestiférés, c'est que l'on a placé cet homme et cette femme qui ne sont pas apparentés génétiquement dans une seule et même tombe. D'un point de vue funéraire, cette crise-là, c'est donc plutôt une adaptation d'un point de vue funéraire qu'une catastrophe. Sauf évidemment si vous considérez que c'est une catastrophe de devoir supporter votre conjoint pour l'éternité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maureen. Et donc, nous allons poursuivre notre parcours en images avec Caroline Muller, que j'invite à me rejoindre. Caroline Muller, qui est historienne de l'époque contemporaine, mais du 19e siècle, spécialiste d'histoire culturelle, d'histoire religieuse, d'histoire du genre, auquel donc je cède la parole tout de suite pour 6 minutes. Bonjour à tous, merci tous d'être là. Donc oui, moi j'ai choisi une image donc là qui s'affiche, qui est une image qui est la une du supplément illustré du Petit Journal du 16 mai 1897 et qui illustre l'incendie du bazar de la Charité avec un sous-titre « Le sinistre ». Alors peut-être qu'avant de détailler, je pourrais dire un mot de cette catastrophe. Alors juste ce dessin, on le doit à Méhol et à Tofalny, qui sont 2 illustrateurs de presse. Et l'existence de l'image en soi, elle est importante ici parce que en fait, c'est le moment où on commence à faire de l'illustration d'information et non plus seulement de la caricature. Donc déjà, la présence en fait, d'un dessin d'information nous dit quelque chose dans le traitement de l'information, en particulier des catastrophes. Donc, l'incendie du bazar de la Charité, c'est donc un incendie qui fait plus de 120 morts. Donc, c'est quand même, ça marque les esprits. Et ça se tient dans le bazar de la Charité. Le bazar de la Charité, c'est une grande vente de bienfaisance, un événement mondain aussi qui rassemble l'aristocratie parisienne. Et l'idée, c'est qu'il y a toute une série de stands où on va vendre des effets personnels au bénéfice des nécessiteux. Il y a 1200 personnes dans ce grand hangar, qui est en fait un hangar en bois. Et cette année-là, une des animations proposées, c'est d'aller voir un film projeté par le tout nouveau cinématographe qui a été inventé en 1895 par les frères Lumière, donc 2 ans avant. Donc, dans le bazar de la Charité, on a organisé une salle de cinéma avec des grandes tentures. Et peu après 16 heures, la lanterne du cinématographe s'enflamme, du projectionniste s'enflamme, et ça met le feu immédiatement aux tentures, puis très rapidement à la charpente. Et en fait, le bazar se transforme en véritable torche, puisque le feu progresse très très vite. Donc, c'est ça que l'image nous montre. Et l'événement fait donc 125 ou 126 morts, dont 118 femmes. Donc c'est un incendie qui est une tragédie genrée. J'y reviendrai dans un instant. Alors qu'est-ce qu'on voit sur l'image précisément ? Bon, je pense que vous voyez que c'est une scène infernale en fait, avec des corps tordus, des corps brûlants, des corps hurlants. On en a au sol, on en a qui essaient de se sauver. Donc l'idée là, des illustrateurs, c'est d'essayer de faire choc auprès de la personne qui regarde l'image, et puis d'essayer de transcrire à la fois le mouvement de panique, puisqu'il y a eu un très gros mouvement de foule. Le problème du bazar de la Charité, c'est qu'il n'y avait que 2 issues, avec des portes tournantes et abattantes, donc ça s'est transformé en piège, en fait. C'est très difficile d'en sortir. Donc le mouvement de foule, et puis si vous regardez un peu finement les détails, par exemple un chapeau qui est tout en bas à droite, là au sol,
On voit bien aussi la dimension genrée et la dimension de classe, puisque ce qui est montré aussi, c'est la façon dont les vêtements féminins vont fortement entraver aussi le sauvetage des femmes, puisque toutes ces grandes robes que vous voyez là, qui sont très, très volumineuses, etc., vont aussi s'enflammer extrêmement vite. Donc ce qui va aussi frapper les contemporains, c'est la façon dont l'habillement et la mondanité même de l'événement va contribuer à la rapidité de l'incendie. On voit aussi au milieu, enfin dans la diagonale, un homme en habit bourgeois qui est en train de sauver une femme dans une logique quasi romanesque en fait. Alors là, il y a un petit mot à en dire, puisque un des scandales qui a été rattaché au Bazar de la Charité, c'est la journaliste Séverine qui, prenant acte des statistiques, 118 femmes sur 125 morts, demande où étaient les hommes et ce qu'ils ont fait en fait, pendant l'incendie. Donc là, on voit bien que le dessinateur, peut-être qu'il est en train d'essayer de nous dire quelque chose à ce sujet, peut-être pour lutter contre cette idée qu'il y aurait eu une lâcheté générale des hommes. Alors pourquoi elle m'a intéressée aussi, cette image? Parce qu'elle incarne une lecture infernalisante de l'événement qui a aussi fait long feu, si vous me pardonnez la formule, puisque quelques jours après l'incendie, le père Olivier, qui est le prêcheur de Notre-Dame à ce moment-là, prêche pendant la cérémonie des funérailles nationales des victimes et explique que finalement cet incendie, c'est le pendant féminin de la punition divine des hommes en 70. Donc autrement dit, les hommes ont expié leurs péchés, les péchés politiques, les péchés de mœurs du 19e siècle, ils les ont expiés en 1870 à Sedan. Et puis les femmes, elles ont expié ce jour-là dans le bazar de la Charité. Donc là où moi ça m'intéresse, c'est que en fait c'est une catastrophe qui fait ressurgir des grilles d'interprétation en fait de la catastrophe. La grille qui est celle est quasi eschatologique en fait. Et puis la grille de la modernité, le père Olivier dit aussi, vous avez voulu voir la réalité de trop près avec votre cinématographe, voilà ce que c'est quand on veut s'approcher trop près du réel. Donc ça, c'est aussi ce qui m'a beaucoup intéressée dans cet événement. La dernière chose qui m'intéresse, c'est en fait la façon dont cette catastrophe va traverser le siècle et sa mise en mémoire. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'image est intéressante parce qu'elle montre bien que pour qu'une catastrophe traverse l'histoire, traverse les mémoires et devienne de l'histoire, il faut qu'on en ait des traces, il faut qu'on en ait des images. Et cette image-là, elle est aujourd'hui très connue. Et puis le bazar de la Charité, ça a été beaucoup mis en récit. Tout de suite, il y a eu énormément de romans. Plus récemment, là, il y a eu une série sur TF1 que vous avez peut-être vue. Donc ça donne aussi à réfléchir à qu'est-ce qui fait que cette catastrophe-là, elle marque les mémoires et pas d'autres. Et de ce point de vue-là, je terminerai en disant que ça a trait à la fois à sa capacité à être mise en récit. Il y a la grande histoire, mais aussi toutes les petites histoires, par exemple celle de chacun des personnages de cette scène, mais aussi parce que c'est une catastrophe de classe, au sens où c'est l'aristocratie parisienne qui meurt massivement dans le bazar de la Charité, et que quand on est aristocrate ou quand on est une famille aristocrate, on a l'habitude de mettre en mémoire les catastrophes familiales et les trajectoires biographiques. Et c'est sans doute pour ça que ça a fait un tel écho et qu'on est peut-être encore là à discuter de cette image aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à toi, Caroline. Et donc, je vais maintenant inviter à me rejoindre Anne-Lise Melchion, docteure en histoire contemporaine du XXe siècle, spécialiste d'histoire culturelle et notamment des séries télévisées qu'on vient brièvement d'évoquer, pour commenter une nouvelle image. Merci, bonjour. Alors, donc on est sur une image de fiction, hein, on verra si c'est une image de fiction. Donc c'est comme Docteur de l'Apocalypse des séries télévisées états-uniennes que je vous présente donc cette image issue d'une des séries les plus populaires des 10 dernières années, puisque donc il s'agit du photogramme de l'arrivée de Rick, le shérif, dans Atlanta, et c'est le plan du premier épisode, de l'épisode pilote de la série The Walking Dead. Donc, c'est une série télévisée d'horreur qui a été adaptée donc, du comics de Darabont et Kirkman et qui est diffusée sur la chaîne AMC, la chaîne du câble AMC, depuis octobre 2010.
Donc cette image a servi d'affiche promotionnelle de la première saison et c'est celle que vous voyez quand on parle souvent quand on parle de la série. Et donc s'il existe une représentation typique du paysage apocalyptique, c'est bien ce photogramme de cette arrivée de Rick dans cette série. Je rappelle que l'apocalyptique possède une dimension proto-cinématographique. L'apocalypse est spectaculaire. Matthieu, dans son évangile, proclame que tout ce qui est voilé sera dévoilé. Je rappelle que le terme apocalypse, apocalypsis en grec ancien, se traduit par le dévoilement, le lever du voile. Et alors, j'aime beaucoup cette citation donc, de Gilles Deleuze dans la préface qu'il a faite de la réédition du livre de Lawrence de l'Apocalypse de Lawrence. Il écrit donc l'Apocalypse. Donc là, il parle du texte de Jean. L'Apocalypse est sans doute le premier grand livre-programme à grand spectacle. La petite et la grande mort, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, la première résurrection, le millénium, la seconde résurrection, le jugement dernier. Voilà de quoi combler l'attente et l'occuper. Une espèce de folie bergère avec cité céleste et lac infernal de soufre. Donc dans sa vocation essentiellement visuelle, sonore, de révélation spectaculaire, l'Apocalypse est globalement un blockbuster avant la lettre. Et ce matin, donc, sur la programmation de ce matin, sur les films catastrophes, on pouvait donc voir un petit peu ce côté, cet aspect-là. Dans ce photogramme, on découvre donc la ville d'Atlanta avec la skyline. Du point de vue donc de Rick, et l'image se fait cinématographique. On parle de série télévisée, mais là on est vraiment donc dans une série cinématographique par l'élargissement du champ. L'esthétique visuelle est celle du western. Donc Rick déambule sur son cheval, donc au beau milieu d'une autoroute urbaine, comme un cow-boy dans le Far West. Il est donc tout seul, entouré de voitures arrêtées, accidentées, et à l'arrière-plan. Loin devant lui, les gratte-ciel donc de la skyline d'Atlanta indiquent le point de vue, le point de fuite vers lequel converger, qu'on pourrait même métaphoriser par un canyon dans les westerns. Rick avance dans la ville totalement vide. Les seuls bruits sont ceux des animaux qu'il croise, des corbeaux, des chants des grillons, et qui se mélangent donc au lent cataclope de son cheval sur l'asphalte. Plus on avance dans le cœur de la ville, donc en fait c'est une image figée, mais j'aurais pu, mais c'était pas l'enjeu, pour prolonger un petit peu cette séquence. Plus on avance dans le cœur de la ville, plus les rues qui étaient vides se remplissent de papier, de carcasses de voitures. On ne discerne pas d'immeubles ni d'infrastructures détruits. Mais alors, on peut se poser la question, dans quelle mesure on peut parler de ruines, de dévastation pour une ville intacte ? Donc là, je cite Diane Scott qui dit que la ruine est un motif contemporain. Si jamais ce que notre époque emporte de rapport à l'histoire autorise quelque chose comme un zeitgeist, la ruine est une de ces images. Plus exactement, la ville sinistrée, abandonnée ou détruite. Rocades explosées, immeubles à l'abandon, voitures renversées, effondrement de ces symboles de la modernité industrielle que sont le building et l'automobile. Ces clichés sont une sorte de fond d'écran collectif devant lequel se jouent, comme indifféremment, nombre de nos fictions. Pourtant, donc, la ville qui se comprend avec ses gratte-ciel, ses voitures, ses mouvements, ses bruits, son chaos, ce qui constitue son urbanité, ce qui fait qu'elle est remplie et occupée. Pourtant, ici, à Atlanta, ce n'est qu'un décor vide, rempli de morts vivants. Cette géographie sans humains, où des animaux circulent librement, résonne avec donc, le film « I Am a Legend » de Lawrence de 2007, où Will Smith déambulait seul dans New York parmi les animaux sauvages, faisant écho de manière complètement visionnaire aux animaux se promenant tranquillement dans les rues désertées des grandes villes lors du confinement du printemps 2020 de l'épidémie de Covid comme catastrophe fondatrice. Et donc, je vous disais que c'était une image de fiction, mais en fait, ce qui a été assez incroyable, c'est que pendant ce confinement de mars 2020, il y a un habitant américain un Américain qui a demandé à un de ses amis qui habite à Atlanta de photographier donc Atlanta de ce point de vue. Et donc, vous l'avez, alors je l'ai pas mise, mais vous pouvez la retrouver sur Internet. Donc, vous avez exactement le même
enfin, la même image, avec juste ce qui change, c'est que vous n'avez pas les voitures, le côté des gens qui essayent de fuir Atlanta, donc avec une image complètement vide. Et du coup, il y a quand même quelque chose comme un malaise, comme téléspectateur, qu'on a pu, donc, en voyant ces images-là, c'est le même malaise qu'on a pu ressentir dans les images des trains, par exemple, qui ont été pris d'assaut à Milan pendant au début du confinement, qui rappelle et qui a été un peu détourné du film Dernier train pour Busan, où on voit donc des interminables, on a vécu des scènes avec des files d'attente interminables, des animaux sauvages qui se promènent tranquillement dans les rues des grandes villes, des drones qui poursuivent les habitants pour qu'ils rentrent chez eux. Toutes ces scènes réelles rejoignent autant d'images si coutumières des téléspectateurs des imaginaires dystopiques contemporains. Et donc là, il y a vraiment une évidence à opérer un rapprochement entre, d'une part, les paysages apocalyptiques, qui sont de fiction, donc de décors de cinéma, et le monde contemporain. Et on sait bien qu'il y a un dialogue incessant entre le réel et l'imaginaire. Et dans la construction de la représentation du décor apocalyptique, un imaginaire est donc saisi à partir de la représentation des catastrophes réelles. La réalité semble même parfois dépasser la fiction. On en a parlé depuis hier. C'est ce que l'on observe dans des images d'événements récents, comme par exemple le passage de l'ouragan Katrina, qui a dévasté la ville de la Nouvelle-Orléans en 2005, ou bien les images de la ville de Détroit, la ville complètement en faillite, et où on a vraiment l'impression que des morts-vivants pourraient surgir de ces images-là, tant on se croirait dans un décor de cinéma. Et donc, quand on regarde ces images, on voit bien que ce n'est pas une menace lointaine, mais qu'on est déjà pris dans ce régime de la catastrophe. Et je termine par une citation d'un vétéran, donc américain de la guerre, qui est revenu de la guerre d'Irak, et qui est maintenant consultant en stratégie, et qui écrivait donc dans le New York Times, « À présent que je scrute le futur, je vois la mer ravageant le sud de Manhattan. Je vois des émeutes de la faim, des ouragans et des réfugiés climatiques. Je vois des soldats du 92e régiment aéroportés butant des pillards. Je vois des pannes électriques générales, des ports dévastés, les déchets de Fukushima et des épidémies. Le problème que pose le changement climatique n'est pas de savoir comment le ministre de la Défense va se préparer aux guerres pour les matières premières ou comment nous devrions dresser des digues pour protéger Alphabet City. Le problème ne sera pas résolu par l'achat d'une voiture hybride, la signature des traités ou en éteignant l'air conditionné. Le plus gros problème est philosophique. Il s'agit de comprendre que notre civilisation est déjà morte. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Et je vais passer le relais pour la suite de ce marathon, du fil de lecture de ce marathon à Céline Chanas, directrice du musée. Merci Florian. Donc on a organisé cette petite transition parce que, outre un marathon d'images, effectivement le relais est nécessaire puisque Florian sera contributeur dans les images. Donc je vais ensuite appeler notre nouvel intervenant, Gilles Gore. Voilà, Gilles Gore, qui est historien de l'Antiquité à l'université Rennes 2 et qui est également spécialiste de l'Égypte hellénistique. Voilà, et donc on change d'image, on change de registre. Je vous remercie. Alors, quand on m'a demandé une image de catastrophe, j'ai eu du mal à trouver parce qu'en Égypte, par définition, il n'y a pas de catastrophe. L'iconographie égyptienne est essentiellement une iconographie de propagande qui chante les louanges du bon gouvernement et donc tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, on a quand même quelques petites exceptions. Et je vous en présente une ici, qui est une exception qui n'est pas dans mon champ chronologique, qui est beaucoup plus ancienne, puisque nous sommes en 2500 avant notre ère. Moi, je suis spécialiste à partir du IVe siècle avant notre ère. Alors, l'image est connue. Il s'agit de fragments de relief qui étaient autrefois peints et qui sont pour l'essentiel conservés au musée du Louvre.
Le titre qui a été donné à ces reliefs, c'est celui des affamés d'Ounas. Donc affamés, on comprend pourquoi. Il s'agit d'individus, d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants. Alors ici, il y a un enfant. Ils sont de tous âges, hein, visiblement. On a des gens âgés, on a des enfants très très jeunes. Et vous voyez que ces individus sont au dernier stade de la famine, avec une représentation clinique qui est assez exacte. Hein. On pourrait penser par exemple au ventre ballonné, au bas du ventre qui est ballonné, ce qui est assez caractéristique donc, des gens qui sont en train de mourir de faim. Cette image, on peut la dater précisément puisqu'elle a été retrouvée dans un temple funéraire, le temple funéraire du roi d'Ounas. Nous sommes aux alentours de 2500 avant notre ère. Alors, quand les archéologues ont trouvé cette image, ils ont été assez stupéfaits, puisque, donc, effectivement, a priori, pas d'image de catastrophe en Égypte, rien de négatif. Vous avez affaire à des images de propagande. Hein, on y a peu d'images de Mao représentées avec les victimes du grand bond en avant, par exemple. Donc, l'Égypte, c'est à peu près la même chose. Alors, première explication, on s'est dit, ça ne doit pas être des Égyptiens. C'est pas des Égyptiens, c'est pas possible, ça doit être des étrangers. Et ça, les étrangers, il peut leur arriver plein de choses parce que justement, ils n'ont pas Pharaon pour les gouverner. Le problème de cette interprétation, c'est que les représentations sont très stéréotypées en Égypte et les étrangers ont des traits physiques tout à fait particuliers qui ici ne se retrouvent pas très clairement. Pour autant, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait des Égyptiens, ou plus précisément, pas tout à fait des gens de la vallée du Nil. En fait, le plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit d'Oasiens, donc d'Égyptiens, certes, mais qui habitent les oasis du désert libyque. Donc il n'en reste pas moins que ces Oasiens, qui font partie du territoire égyptien, sont en train de mourir de faim et il s'agit de comprendre pourquoi la représentation a été faite. Donc c'est une famine qui a été assez longue, qui a assez frappé les esprits pour qu'on l'ait représentée. Et on a des fragments, mais il y avait certainement des textes qui nous expliquaient que Pharaon avait fait ce qu'il fallait pour apporter une réponse. Alors, on n'a ici pas une catastrophe, mais la conséquence d'une catastrophe. Et évidemment, la question, c'est de savoir de quelle catastrophe nous parle-t-on? Alors, pendant longtemps, on a été réduit aux hypothèses et il se trouve que l'histoire ancienne a profité des recherches qui sont actuellement faites sur le climat. Donc, pour envisager le climat du futur, on étudie effectivement le climat du passé. Et on s'est aperçu qu'effectivement, à peu près à la date de ce bas-relief, il y a un changement climatique qui se fait en Égypte. Ce changement climatique conduit à une aridification du désert qui prend à peu près son aspect actuel. Avant cette période, le désert, la zone désertique était beaucoup moins désertique et était propice à une activité pastorale et à la chasse qui constituait un apport alimentaire extrêmement important pour les populations. Et il y a eu un changement climatique assez brusque qui n'a pas permis aux populations locales de s'adapter à la nouvelle donne et qui en ont payé le prix fort. Et donc ici, on a un des témoignages les plus anciens des conséquences possibles des changements climatiques. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cette lecture d'images et nous changeons à la fois d'aire géographique et également de chronologie avec Jacques Bury, docteur en histoire contemporaine, spécialiste du 19e siècle, spécialiste de l'histoire du risque et qui a donc choisi là aussi un autre type de catastrophe. Bien, merci beaucoup. Oui, effectivement, on va revenir ici sur un thème qui a déjà été abordé juste avant, donc avec la très belle illustration de l'incendie du bazar de la Charité. Effectivement, moi je travaille sur le 19e siècle et dans le cadre de ma thèse,
j'ai été amené à travailler aussi sur les représentations des sinistres, y compris dans les périodes un petit peu antérieures. C'est le choix qui a été fait ici, évidemment, c'est de prendre un exemple de représentation de sinistres, donc un panorama ici urbain, dans la lignée, si vous voulez, de représentations qui sont assez nombreuses, que vous connaissez probablement, les représentations de l'incendie notamment de Rome ou de l'incendie de Troie, qui sont des incendies plus antiques. Ici, donc, on a un extrait d'Enluminure, issu du recueil des Antiquités de Valenciennes, et on a un texte donc qui illustre une gravure et qui décrit donc précisément un incendie qui est survenu, comme dit le texte, pendant la nuit, avec une scène qui est placée, comme je vais essayer de le montrer, sous le signe de l'urgence. On constate d'une part qu'on a des habitants, alors notamment surtout au premier plan, on a des habitants qui tentent, tant bien que mal, de sauver les meubles, une expression ici qu'on emprunte au Moyen-Âge. On les voit avec donc des coffres, du matelas et du linge également. Les uns donc, qui le portent à bras, comme on peut le constater juste ici sur la gauche, d'autres utilisant davantage une brouette, on le voit notamment sur le côté droit. Peut-être que ici, voilà. Donc pour le port à bras, c'est juste là, donc du matelas, entre autres. Un autre donc empaquetant ses affaires, tandis que d'autres, on le constate, s'affairent à l'extinction du sinistre. On le voit notamment ici, encore là. Je vais revenir sur ces détails. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir toute la perspective finalement, qui est assez récente, comme l'avait souligné Bernard Chevalier dans son étude des paysages urbains. C'est un thème dont la peinture s'empare surtout à partir du XIVe siècle, et donc au XVe et XVIe siècle, qui est davantage détaillé. Et je vais essayer de montrer en quoi on a une représentation relativement réaliste. On voit ici donc un incendie qui est au moins à l'échelle d'un quartier de ville, avec ici la rapidité de la propagation. Ça a été évoqué tout à l'heure avec le bazar de la Charité à l'échelle d'un bâtiment et des hommes. Et là, on le voit bien ici à l'échelle de la ville. On devine par la mise par la représentation, cette contiguïté des maisons dont on devine la construction en bois. On voit ici avec les charpentes un petit peu donc découvertes, et on devine l'utilisation massive de maisons qui sont très contiguës et qui donc peuvent être soumises à une propagation très rapide du feu, avec évidemment donc une représentation qui emprunte à la fois donc aux éléments typiques des représentations médiévales, un petit peu aussi déjà avec des traits Renaissance, avec donc un premier plan, un arrière-plan ou une ligne de fuite qui est plus suggérée qu'évidente, mais on a justement ce jeu ici qui vise une forme de réalisme. La propagation, elle court, on voit qu'elle court de maison en maison, notamment par les toits, qui sont un vecteur très, très, très connu, ici, avec les brandons enflammés qui peuvent voler d'un toit à l'autre. Et on voit qu'elles finissent par menacer ce bâtiment ici, qui est, pour jusque-là épargné par les flammes, qui est l'église. Alors évidemment, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment l'extinction mobilise toutes les forces de la cité. On a deviné, on devine au premier plan, donc notamment la présence donc de moines, de religieux du moins, et la présence aussi donc de bourgeois. Si on regarde plus précisément, on s'aperçoit qu'on a une partition fonctionnelle qui est générationnelle et genrée, puisque d'un côté, les femmes, à deux exceptions, mais quand même dans l'ensemble, les femmes et les enfants apparaissent en retrait ici, sur la droite de l'enluminure, avec cette position à la fois éplorée et avec les bras levés, et donc de peur aussi, avec l'enfant qui rentre dans les jupes de sa mère. Et d'autre part, au cœur de l'action, on a des hommes qui vont utiliser tous les moyens connus à l'époque pour essayer d'éteindre. Alors évidemment, on utilise les seaux énormément. On utilise aussi les échelles pour essayer d'attaquer le feu sur son plan ou par le dessus. On le voit ici, l'utilisation de ces échelles, qui sont des échelles généralement utilisées par des artisans. À une époque, je le rappelle, qui découvre à peine l'existence des pompes à bras, les premières étant créées dans la première moitié du XVIe siècle.
On voit évidemment, on devine hein, qu'on est dans une période de froid. Hein, l'enluminure précise qu'il y a du gel. Et donc on peut imaginer que ces hommes sont exposés en portant les seaux à main nue hein, au froid de l'eau, au froid ici, aux rudeurs du climat, avec évidemment des prises de risques hein, dans l'extinction, on le devine, hein, à la présence de personnes hein, sur les fêtes des maisons, avec un risque évidemment d'effondrement auquel ils sont exposés. Simplement, et je terminerai là-dessus, on a une scène tout à fait déjà représentative et réaliste hein, par rapport à ce que nous disent d'autres textes de la période, à la fois de la période un peu antérieure et de la période qui suit. Surtout ce qui frappe, je pense qu'on le perçoit bien ici, c'est la relative désorganisation à peu près globale, avec ici des citoyens qui essayent de parer au plus pressé. On aurait pu s'attendre à une chaîne d'essos qui n'apparaît pas vraiment. Et surtout, regardez un détail qui montre que l'auteur de l'enluminure connaissait bien son sujet, c'est la présence, vous voyez, de seaux ponctuellement laissés par terre, et ça c'est très très bien attesté, hein, le fait que dans le désordre on perdait à chaque fois des seaux dans chaque incendie, et que donc il s'agissait de parer au plus pressé pour essayer d'éteindre ces grands incendies. Mais je crois que pour le coup Rennes en sait quelque chose avec le très bel incendie de 1720. Je vous remercie. Eh bien, merci pour cette image. Nous changeons là aussi, encore une fois, d'aire géographique et temporelle. Et donc, j'invite Laurie Béraud à nous rejoindre sur scène. Donc, Laurie Béraud, alors, on a aussi varié les spécialités. Donc, vous êtes civilisationniste, vous enseignez à l'université de Rennes 2 également, et vous êtes spécialiste de civilisation états-unienne. Voilà, vous avez la parole. Merci. Août 2005, la Nouvelle-Orléans, Katrina, ces quelques mots convoquent en général une imagerie bien particulière, celle de la catastrophe quasi biblique, le déluge sans l'arche de Noé pour la Nouvelle-Orléans. Les médias américains et internationaux ont bien sûr relayé très largement la dévastation au cœur de la première puissance économique mondiale et ont relayé des images tout à fait terribles. Le contexte est pourtant celui d'un pays coutumier de la catastrophe, hein, que ce soit la saison des ouragans, le couloir des tornades du centre du pays, la menace permanente du Big One, le tremblement de terre qui pourrait secouer toute la Californie, les incendies qui sont devenus une tradition des étés de la côte ouest, et puis les tempêtes glaciales qui paralysent le nord du pays régulièrement. Mais on ne peut qu'être saisi en 2005 par ces images d'une Atlantide moderne, une ville de près d'1 demi-million d'habitants, engloutie jusqu'à par endroits 4 mètres d'eau pendant plusieurs jours. Alors bien sûr, les images spectaculaires de la dévastation ne manquent pas, mais pour moi, cette catastrophe états-unienne, elle s'incarne dans cette photographie. Une des particularités de l'ouragan Katrina, c'est peut-être le débat sur la catégorisation. Est-ce qu'on a eu une catastrophe naturelle? Est-ce qu'il s'agit peut-être plutôt d'une catastrophe humaine, le résultat de la défaillance technique des digues, et puis peut-être le résultat de politiques d'aménagement défaillantes ou aberrantes, certains diront, à l'époque. Pour le géographe spécialiste de l'aménagement urbain François Mancebo, la catastrophe naturelle est de toute façon fondamentalement toujours une catastrophe humaine, en ce qu'elle résulte de choix d'exposition ou non à l'aléa du naturel. Alors le qualificatif qui pour moi convient pour Katrina, c'est celui de la catastrophe de l'ordinaire. Ça semble bien sûr un petit peu incompatible, hein, on l'a entendu plusieurs fois. La catastrophe, étymologiquement, c'est le bouleversement. Elle est l'événement brutal qui va renverser le cours des choses. Mais Katrina, fondamentalement, c'est avant tout l'événement qui va fonctionner comme une loupe et agrandir, focaliser l'image sur l'ordinaire de la Nouvelle-Orléans et d'une partie de la population aux États-Unis. Ce cliché, c'est l'œuvre du photographe américain Eric Gay, qui travaille pour la Associated Press. En date du 31 août 2005, il représente une femme afro-américaine âgée,
enveloppée dans une couverture aux couleurs du drapeau américain, photographiée là à l'extérieur du centre des conventions de la Nouvelle-Orléans. Ça fait alors 2 jours que Katrina a frappé la ville. Le centre de convention est en fait un point de rendez-vous auquel on a invité la population en fait, à se rendre vers ce centre de convention pour ensuite être évacuée. Mais comme en atteste l'image, et d'autres clichés existent de cette même femme par d'autres photographes, prise 2-3 jours plus tard encore, l'évacuation tarde à arriver. Elle apparaît assise sous la pluie et c'est pour ça qu'on a distribué des couvertures et vous voyez que les autres femmes derrière sont elles aussi enveloppées dans ces mêmes couvertures aux couleurs du drapeau américain. Dans un entretien ultérieur, le photographe va expliquer qu'il a toujours adoré les drapeaux. Il trouve que visuellement ça fonctionne toujours bien. Mais que dans ce cas-là, ce qui a provoqué le déclic, le clic, c'était le pathos et puis ce sentiment d'abattement réel qu'il n'avait pas observé, qu'il n'avait jamais pu observer avant. Alors l'imagerie du drapeau américain en photographie, ça conditionne souvent une lecture et une réponse qui tournent autour des notions de patriotisme et puis d'invincibilité des États-Unis. Vous penserez peut-être par exemple au cliché des soldats américains qui érigent le drapeau sur le site d'Iwo Jima à l'issue de la bataille de la Seconde Guerre mondiale, ou encore cette image assez iconique de 3 pompiers qui, sur les décombres du World Trade Center, érigent là aussi le drapeau américain le 11 septembre 2001. Ce drapeau ici, lui, il construit l'ironie qu'on retrouve dans cette photographie. Cette femme qui est protégée, enveloppée par le drapeau américain, sur une photo qui fondamentalement capture l'abandon par les États-Unis et l'absence ou la quasi-absence d'aide et de réponse de l'État fédéral au lendemain de Katrina. Cette photo, elle est devenue iconique. On la retrouve sur beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés par la suite pour traiter des questions de race et d'inégalité dans la société américaine. Et dans la pensée collective américaine, le traumatisme de Katrina reste non pas tant sur la question de la destruction naturelle, parce que comme je vous le disais, les États-Unis sont coutumiers de la destruction de la ville, de la destruction généralisée, mais parce qu'elle dit quelque chose de la faillite, de l'échec de la société américaine. Cette femme, elle s'appelle Mevotha Hendricks. À l'époque du cliché, elle a 84 ans. Et puis, elle vous rappelle sans doute une autre image, un cliché iconique de la photographie américaine. C'était la mère migrante de Dorothy Lange, photographiée en 1936 au cœur de la Grande Dépression. Alors, on avait la mère migrante et puis là, on a la migrante, la réfugiée, parce que c'est ce que Mevotha Hendricks va devenir par la suite avec Katrina. Elle va finir ses jours à Houston, réfugiée chez ses enfants. Et elle est finalement, comme de nombreux habitants pauvres de la Nouvelle-Orléans, elle n'a pas pu retrouver sa maison et n'a pu jamais retourner vivre à la Nouvelle-Orléans. La catastrophe ordinaire, je l'appelle ordinaire parce qu'on retiendra de Katrina l'abandon par les pouvoirs publics pendant des jours après Katrina, d'une population qui en fait est plutôt abandonnée au quotidien. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville avec population à 63% noire, 40% d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, et c'est aux États-Unis la 2e ville avec la plus forte concentration de personnes considérées comme extrêmement pauvres. Katrina, enfin, ça va braquer le projecteur sur une situation ordinaire et non disruptive, parce que ces images de population qui est livrée à elle-même dans les rues, dans le Superdome, au centre des conventions, elles mettent l'Amérique face à une forme de négligence systématique, ou du moins une inertie marquée de la part de l'État américain, au quotidien sur les questions de répartition des richesses, de justice sociale, de protection des plus fragiles et des plus faibles, et puis d'inégalité raciale. Pour conclure, à travers Mevotha Hendricks et les milliers de résidents naufragés de Katrina, Eric Gay donne à voir un État qui a choisi finalement, depuis 2001 aux États-Unis, de concentrer ses forces humaines, financières
et logistique sur la sécurité militaire plutôt que la sécurité sociale. Je vous remercie. Eh bien, merci Laurie. Eh bien, après les ouragans, les famines, les épidémies, que nous réserve notre dernier intervenant, donc Florian Mazel, historien du Moyen-Âge à l'Université de Rennes 2, spécialiste d'histoire sociale et religieuse. Voilà. Merci Céline. Donc finalement, on va rester dans une certaine continuité avec l'image précédente. Parce que finalement, donc, que voyons-nous sur cette image ? Eh bien sûr, une inondation. Ici, la présence de l'arche, en bas à gauche, on repère bien des animaux, hein, une lionne au premier plan, quelques oiseaux sur le faîte du toit. On renvoie bien sûr à la représentation du déluge. Le déluge, hein, cette catastrophe évoquée dans la Bible, dans le livre de la Genèse, qui n'a épargné que Noé et sa famille. Et on peut deviner Noé en train de prier ou de supplier dans la petite lucarne de la toiture de l'arche. C'est la première interprétation que l'on peut faire de l'image. Mais le paysage à l'arrière-plan, qui est ce paysage de collines arborées, ce paysage aussi de bourgs hérissés de tours, de châteaux, d'églises, le fleuve aussi qui traverse donc au second plan, qui sépare finalement les deux plans, l'image, tout ceci nous renvoie à un tout autre contexte qui est la Toscane de la fin du Moyen-Âge. Et le tableau est bien une peinture italienne, anonyme, mais probablement florentine, de la deuxième moitié du XVe siècle. Or, dans la Florence de la fin du Moyen-Âge, l'inondation et ses désastres, ce n'est pas uniquement un récit biblique, ce n'est pas uniquement un motif biblique, c'est une histoire vécue à plusieurs reprises au cours des 2 derniers siècles du Moyen-Âge, et en particulier une année qui a vraiment fait date et constitue une sorte de traumatisme civique à Florence, qui est l'année 1333, où après 4 jours et 4 nuits de pluie torrentielle, les eaux de l'Arno ont débordé et se sont déversées dans la ville, ont détruit le Ponte Vecchio, ont détruit les maisons des 2 rives de l'Arno et ont envahi les rues, les places, au point d'exercer une pression si forte, et heureusement d'une certaine manière, sur les murailles de la ville, qu'après une nuit d'inondation, eh bien, les eaux ont rompu la muraille au sud et ont permis à l'eau de se vidanger et ont laissé derrière elle, ces eaux, donc une ville à la fois dévastée et embourbée. Ce tableau condense ainsi 2 catastrophes, 2 histoires. Une histoire récente, une histoire vécue, une expérience de l'inondation, et une histoire lointaine, immémoriale, mais qui est bien historique pour les hommes du XIVe siècle, qui est le déluge biblique. Condensation, je dis, et non comparaison, car les 2 images ne sont pas juxtaposées. Certes, c'est le paysage de l'arrière-plan qui permet de situer cette inondation dans ce contexte du début du XIVe siècle, mais les personnages qui sont au premier rang sont bien des Florentins pour la plupart, à ce qu'on peut repérer de leurs costumes, de leurs coiffes, de leurs bijoux, d'un certain nombre aussi d'objets qui les accompagnent. La Florence du XIVe siècle, et c'est le message de cette condensation finalement des 2 histoires, a connu son déluge, et le déluge donne sens, bien sûr, à l'inondation de 1333. Car quel est finalement le message que cherche à transmettre une telle condensation des 2 catastrophes ? Le premier, le plus évident, et vous y aurez spontanément, je pense, pensé, c'est bien sûr que les fautes des hommes, les péchés des hommes, sont responsables de la catastrophe que nous appelons, nous, naturelle, une terminologie qui n'a aucun sens au Moyen-Âge. Ils sont responsables de la catastrophe qui s'abat sur eux, c'est l'interprétation traditionnelle du récit du déluge. Dieu a effacé l'humanité parce que par ses péchés, elle s'était détournée de lui. Et dans ce cadre, la nature déchaînée n'est que le bras armé de Dieu. Vous voyez en haut à gauche l'accumulation des nuages et puis les 3 figures allégoriques des vents qui sont bien sûr la cause immédiate des pluies torrentielles.
La catastrophe naturelle est donc avant tout considérée comme une catastrophe spirituelle. Et le tableau, d'ailleurs, accentue ce message par certaines de ses représentations. En effet, ce qu'il nous dit aussi, c'est que seuls les purs seront sauvés. Les purs, ce sont ces figures nues, les seuls, par rapport à tous les autres qui sont vêtus, qui arrivent à monter sur l'arche, à gauche, ou bien ceux qui se tiennent à la manœuvre des seules barques paisibles. Si l'on regarde d'un peu plus près, vous constaterez que les visages sont tourmentés, à l'exception de ceux de 2 barques sur la droite, avec une femme priante et un homme qui, avec une rame dont il se sert à titre de gouvernail, dirige une barque où l'on trouve là aussi une mère et son enfant apaisés, en train d'attendre finalement d'être sauvés. Mais le second message que délivre le tableau, c'est que les actions concrètes des hommes, de certains hommes en tout cas, incarnés dans une société donnée, ont pu être directement à l'origine de la catastrophe de l'inondation. Et ceci renvoie, alors ceci on peut le déduire justement de l'incarnation des figures qui sont dans l'eau, qui ne sont pas des pauvres et des paysans, mais pratiquement uniquement des élites bourgeoises, des élites aristocratiques de la ville. Ce sont les élites citadines ici qui sont les principales victimes de l'inondation dans une ville où elles étaient très peu nombreuses par ailleurs sur un plan, je dirais, démographique. Et ceci nous renvoie aux interprétations qui ont très vite été faites de l'inondation, enfin des causes de l'inondation de 1333. Les chroniqueurs, les sources de l'époque désignent des responsables. Les responsables, ce sont ces fameuses élites citadines qui, en multipliant les moulins et les équipements de moulins sur les rives de l'Arno, et en particulier en dérogeant aux réglementations qui devaient organiser la taille des barrages, ont finalement surexposé la ville justement au risque naturel de l'inondation. Et donc le sens plus profond de ce tableau, c'est que ces 2 niveaux, le niveau spirituel lié au déluge, le niveau, on pourrait dire, matériel lié à cette responsabilité technique et sociale des élites urbaines, ne s'opposent pas, mais s'articulent étroitement. Car ce que nous dit finalement cette peinture, avec une charge polémique finalement assez forte et inattendue, c'est que si les hommes perdent la raison, s'ils peuvent être tenus donc pour certaines de leurs actions comme responsables matériellement de la catastrophe, c'est qu'ils sont animés, je reprends les termes des chroniqueurs de l'époque, par la cupidité, par l'appât du gain, qu'ils tirent des revenus bien sûr de leur moulin. Et c'est cet appât du gain qui les a à la fois éloignés de Dieu et en a fait par conséquent les responsables non seulement matériels mais spirituels de la catastrophe. Ainsi, pour les médiévaux, cause humaine et cause divine ne s'opposent pas, mais se combinent toujours. Et c'est pourquoi ils peuvent, comme dans ce tableau, condenser, considérer le déluge au temps des patriarches et l'inondation, le débordement de l'Arno en 1333 comme une seule et même chose. Et voilà, il nous revient de conclure ce marathon des images. Merci à tous les intervenants de s'être prêtés au jeu de ce nouveau format, puisque c'est la première fois, comme le disait Florian, que nous le proposions pour ces rencontres d'histoire. On sera intéressé par vos retours d'ailleurs. Et si vous voulez poursuivre avec d'autres images et peut-être faire vous-même votre propre interprétation des images, je vous renvoie d'une part aux ressources numériques des collections et notamment le portail en ligne des collections du Musée de Bretagne, où il y a une sélection d'images sur la home page, la page d'accueil, qui peuvent renvoyer à des catastrophes. Je ne sais pas, comme le disait Erwan Le Gall hier, si en tapant le mot catastrophe dans le champ libre, on retrouve beaucoup d'éléments, mais en tout cas en tapant, on va dire, des éléments clés de type incendie, inondation, marée noire ou d'autres faits plus objectivé, vous aurez, je pense, beaucoup de possibilités de recherche. Les images aussi de catastrophes, vous pouvez les retrouver sur la coursive, si vous avez envie de faire une petite pause au Café des Champs Libres, puisque nous présentons le résultat d'un appel à projet La Bretagne pendant le confinement, qui est une acquisition de 10 photographies faites par le Musée de Bretagne sur la manière dont des photographes ont vu les périodes de confinement en Bretagne, donc là aussi différentes interprétations.
Et puis je vous invite à nous retrouver nombreux aux rencontres qui suivent à 16h, ici même dans la salle de conférence des Champs Libres, où nous remonterons le temps entre Moyen-Âge et époque moderne pour parler tant de grandes catastrophes avec Ariane Boltanski et Vincent Coriol, une rencontre animée par Arnaud Vasmer. Voilà, merci à vous et à tout à l'heure.